retenir le philosophe, déjà pour une raison simple, un vivant, c'est un tout indissociable. C'est un ensemble parfaitement intégré. Mais pour étudier cet être vivant, il faut bien isoler des fragments ou des parties ou des fonctions. Vous voyez que la biologiste, il est pris dans un étau. S'il ne sépare pas les fonctions, il ne les connaîtra pas. Parce que s'il reste prisonnier du tout, il n'avancera pas maintenant. S'il se met à décomposer, il perd le tout. Ah, le voilà bien embarrassé dès le départ. Surtout s'il étudie un vivant évolué. Évidemment, s'il descend très bas dans la hiérarchie des êtres, il pourra peut-être, oui, par exemple, le végétal est moins intégré que l'animal et que l'homme lui-même. La science biologique est confrontée à un problème difficile, c'est le tout et les parties. Elle est un tout sans partie, mais s'il n'y a pas de partie, il ne peut pas y avoir de science. Parce qu'une science du tout en tant que telle me paraît difficile. Mais heureusement, par certains côtés, je voudrais vous montrer que la pathologie va aider le biologiste à entrer dans la compréhension du corps. Je vais donner un exemple. Vous savez, j'aime beaucoup les exemples concrets qu'on voit. D'abord parce que les étudiants comme vous doivent aimer les exemples, parce qu'on peut s'accrocher à eux. En pathologie, vous le savez, il y a des signes particulièrement célèbres et informant. Par exemple, le fameux signe de Babinski. Quand un malade est cérébralement atteint, comment s'analyser? On frotte la plante de son pied. Et alors, on frotte la plante de son pied avec une aiguille, on gratte là un petit peu. Alors, Babinski avait montré que si le pouce, au lieu de se fléchir, connaît, comme il dit Babinski, une élévation lente et majestueuse, c'est le signe que le cerveau est atteint. Les autres doigts vont aussi s'éloigner les uns des autres, les doigts du pied en éventail. C'est le signe de Babinski. Pourquoi je vous parle de ça? Mais c'est à la périphérie de l'homme, sur son pied, qu'on juge de l'état de son cerveau. Parce que le signe de Babinski prouve, ah oui, qu'il y a atteinte cérébrale. Ah, vous allez me dire, on parlait de Babinski, mais Goldstein, Merleau-Ponty ont consacré des pages et des pages au signe de Babinski. Vous voyez que je n'y n'ose pas. Goldstein, dans son livre La structure de l'organisme, et Merleau-Ponty, je le répète, ont longuement commenté le signe de Babinski. Alors pourquoi c'est tellement important le signe de Babinski? Parce que il est quand même assez frappant de voir que le cerveau s'inscrit d'abord, on le reconnaît dans la plante du pied. Dans les doigts du pied, je lis le cerveau. Le neurologue, son premier geste, c'est de savoir s'il y a un Babinski ou non. Parce que s'il y a un Babinski, il sait que le cerveau est en danger. Et s'il n'y a pas de Babinski, ben vous êtes un hystérique. Vous avez pu donner des signes plus ou moins comateux, etc. Mais vous n'êtes pas vraiment malade. Parce que Babinski permet de distinguer le vrai malade du faux malade. Parce que s'il n'y a pas de Babinski, vous n'êtes pas cérébralement en difficulté. Alors, vous voyez ici, on a des parties qui nous instruisent du tout. Et dites, personnellement, je parle de choses évidemment un petit peu extrinsèques
par rapport au champ philosophique, je me suis beaucoup intéressé pour ma part à la maladie de Parkinson. On ne va pas entrer dans trop de détails de cette maladie, parce qu'elle touche la psychomotricité. Et vous n'avez pas idée de l'importance du contrôle de ses gestes. Parce qu'il faut à la fois les gérer, les inhiber et les permettre. Alors, la maladie de Parkinson, précisément, est atteint le fameux, toute la pathologie dite extrapyramidale, et qui fait que le sujet il est emmuré dans une rigidité telle qu'il ne peut plus agir, ni même parler. En tout cas, voici donc la première conclusion que j'aimerais tirer, c'est que la pathologie va nous aider à déchiffrer un peu mieux le corps, puisque je vais pouvoir repérer des signes partiels, localisés, qui m'informent de l'ensemble. Et quand l'ensemble se déstructure un petit peu, ah oui, les signes apparaissent et m'informent, et me renseignent. Expérimentalement, j'ai des difficultés à isoler des fractions, des fonctions, mais la pathologie, c'est le commencement d'une réorganisation qui m'éclaire sur la structure de l'organisme. Mais pourquoi la biologie doit-elle intéresser le philosophe? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, la biologie actuelle, on en a déjà parlé hier, a connu un bouleversement sans précédent, avec notamment la génétique, parce que cette fois-ci, on va quitter l'ensemble et les parties pour entrer dans la miniaturisation. Et comme on l'a vu hier, la biologie est entrée dans le noyau et elle a réussi à saisir les substances communicationnelles du vivant avec le fameux ADN et l'ARN qui suit, l'acide désoxyribonucléique. Alors, vous savez que pour les vivants, il y a 4 ADN. Il y en a 4. C'est son alphabet de la vie. Alors, ce qui va définir chacun d'entre nous, c'est, alors, ces 4 ADN, ils vont former une séquence. Alors, d'abord, c'est la nature des ADN, il y en a 4. A, T, C, G. Bon. Alors, si vous avez si vous avez A, vous avez 3A, c'est la nature des ADN. Il y a ensuite leur nombre. Si vous en avez 100 ou 4, et puis il y a le remplacement. Par exemple, les 3 premiers, c'est A, puis A revient le 5e. Ces 3 opérateurs, la nature des ADN, il y en a 4, mais leur nombre et leur remplacement, cela suffit pour qu'on ait affaire à un individu singularisé. Et pourquoi c'est important de connaître l'ADN? Ce que vous ne savez sûrement pas, et que la biologie a mis en évidence, c'est que tous nos organes connaissent une très rapide élimination d'eux-mêmes. Je prends un exemple. L'os, le système osseux, vous vous dites qu'il est très solide, c'est le plus résistant de tous. Savez-vous que vos os, ils n'ont qu'une durée de vie de 30 jours? Et oui, vous les croyez bien solides, mais non, ils sont emportés dans un torrent. Alors comment on en a eu la preuve? Ah oui, cette fois-ci, par exemple, on donne à un animal, on a oublié l'expérimentation animale, on lui donne de la garance qui colore l'os, puis on arrête.
Alors, on voit que sur l'os, il y a un filet un peu rouge, parce que la carence atteint ce tissu. Puis comme vous cessez de lui donner la carence, on a ensuite une image claire de l'os. Puis on recommence, et on voit que l'os, il va de la périphérie à la moelle, il est comme la peau, il s'exfolie sans arrêt. Si on met un fil d'acier à la périphérie de l'os, 15 jours après, on trouve la moelle, parce qu'il y a eu, je le répète, un mouvement qui n'a pas cessé de le déplacer, votre fil. Alors, et donc, si tout ça en va comme ça, heureusement, il y a le code génétique qui sans arrêt recombine. Par conséquent, c'est un texte, le vivant, toujours en train de se reformer, de se recréer en fonction du chiffre fondamental. Dis donc, vos cheveux repoussent sans arrêt, votre peau exfolie, vous êtes plein de pellicules, hein, à tous les côtés, rien ne résiste. Mais heureusement, vous vous recomposez. Ah, c'est assez beau, la vie comme incessant mouvement, mais, je le répète, les tissus nouveaux sont estampillés. Parce que c'est, encore une fois, votre chiffre ADNique qui impose, encore une fois, qui singularise et personnalise vos néo-tissus. Dites que la vie c'est une imprimerie. D'abord on parle d'ARN transfert, d'ARN messager. Oui, parce que l'ADN se transmet à l'ARN qui est voisine, c'est l'acide ribonucléique. L'ARN transfert, l'ARN messager. Vous voyez les mots messager, transfert, dit bien qu'on utilise ici un modèle typographique. Je le répète, la vie, c'est une machinerie qui rappelle encore une fois la textualité. Comme on l'a vu hier, on est loin des petits pois ou des souris que les généticiens, sur lesquels les généticiens travaillaient au début du XXe siècle. Maintenant, je le répète, on est dans le cellulaire, on est même dans le noyau de la cellule, et même plus que le noyau, je le répète, les substances fondamentales de la transmission et de la formation. Pour moi, la question de la biologie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Quoi, c'est une science tout à fait nouvelle, qui a changé de repère, qui a changé de modèle, et qui s'inspire et qui nous propose des résultats tout à fait innovants sur lesquels on peut réfléchir. Ils sont innombrables, parce que la biologie s'est totalement transformée. Par exemple, de nos jours, il est quelque chose de décisif qui est apparu vers 1960, c'est la compréhension de la transmission des neurotransmetteurs, de telle manière que, à cette époque-là, allait venir sur le marché le fameux Largactil, qui est le premier neuroleptique. Dites, vous n'avez pas idée de ce fait que, avant 1950, l'hôpital psychiatrique était rempli d'individus qui hurlaient, qui gesticulaient, qu'on n'arrivait pas à contrôler. Le premier neuroleptique se nomme le chloramphénicol, c'est-à-dire le Largactil. Avec le Largactil, dites le malade, il est totalement apaisé. Écoutez, pour une fois, je vais me permettre un développement tout à fait parasitaire. Quoi qu'il soit un peu long, on va comprendre autrement les choses, y compris la maladie mentale. Voilà une femme qui entre
à l'hôpital psychiatrique en état de grande agitation. Le largactyle va immédiatement l'apaiser. Et elle va quitter l'hôpital psychiatrique. Le grand enfermement dont parlait Michel Foucault, aujourd'hui, il a cessé d'être. L'hôpital psychiatrique, il se vide de ses malades, puisque, encore une fois, on a des médicaments tels que, je répète, ils suppriment et la douleur et l'effervescence des malades. Donc cette femme, elle peut rentrer chez elle, puisqu'on a réussi à la tranquilliser. D'ailleurs, ce sont des tranquillisants. Mais quand elle rentre chez elle, on s'aperçoit que c'est son mari qui devient malade, parce que c'est lui le vrai malade. Et c'est pas sa femme, bien que ce soit sa femme qui soit entrée à l'hôpital psychiatrique, parce que c'est lui qui va y venir maintenant. C'est une remarque parasitaire, hein, je vais vite la fermer. C'est pour vous dire qu'on ne sait plus qui est malade maintenant. Cette femme était malade, quand elle était malade à l'hôpital, quand elle n'était pas encore soignée, son mari venait la voir, il était très attentif. Bien. Mais elle rentre chez elle, et cette fois-ci elle est murée dans sa tranquillité, avec les neuroleptiques. Alors, elle risque plus de dévisser. C'est lui qui ne supporte pas, parce qu'il était en pied portant que quand sa femme était malade. Je le répète parce que dans la communauté, celui qui est malade, c'est celui qui est. C'est le maillon faible du système, mais ce n'est pas lui le pathologique. C'est l'autre qui est en bonne santé, qui est le vrai malade. Vous voyez qu'on a tout échangé. Oui, la biologie, ou la pathologie, ou la psychiatrie, l'intérêt que ça présente, c'est que on réoriente et on rebâtit les notions. Oui, il est bien vrai qu'en psychiatrie, le plus malade n'est pas celui qu'on croit. C'est pourquoi on est obligé de soigner l'ensemble de la famille lorsqu'il y a un trouble un peu schizophrénique. Parce que le schizophrène, c'est pas lui le malade. C'est ceux qui l'ont rendu malade. Et c'est eux qu'il faut, encore une fois, traiter. Et je le répète, c'est les progrès dans la pharmacodynamique qui ont réorienté et redéfini la maladie mentale. Et je le répète, nous avons quitté le monde asilaire. Et d'un bout à l'autre de mon exposé, je demande simplement à la biologie de nous jeter dans la tempête, conceptuelle et matérielle et biologique. C'est ça que je lui demande. Claude Bernard, jadis, avait déjà commencé par tout remettre en cause, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Je le répète, c'est un bouleversement assez généralisé que le philosophe ne doit pas ignorer et qui va, encore une fois, rafraîchir sa table conceptuelle.